Certaines vies, bâties sur des certitudes de marbre, peuvent se fissurer en un instant. Un mot, un visage, une vérité trop longtemps ignorée, et tout l'édifice s'effondre. Ce qui suit est le récit d'un homme qui croyait avoir tout maîtrisé, tout contrôlé, tout gagné, jusqu'à ce que le passé, sous la forme de 4 paires d'yeux identiques, ne vienne réclamer son dû. Une table pour une, Nia. Pathétique. Robert laissa échapper un rire méprisant en sirotant son vin. La meilleure décision de ma vie a été de te quitter avant que nous ne fondions une famille. J'ai évité un désastre. Nia saisit un menu, le regard calme. Tu n'as rien évité du tout, Robert. Tu as simplement ignoré la cible. D'un geste lent, elle désigna la baie vitrée du restaurant. De l'autre côté, 4 visages identiques le fixaient. Robert lâcha sa fourchette. Regarde-la, Amanda. Cette femme, là-bas, au bar. C'est mon ex-femme. Robert Mitchell leva son verre de vin, un sourire suffisant aux lèvres. Sa voix portait, assez forte pour que tout le restaurant l'entende. Il voulait que tout le monde l'écoute. Surtout, il voulait que son ex-femme l'entende. Amanda se tourna sur son siège. Au bar, une femme vêtue d'une simple robe bleue était assise, seule. Elle mangeait des pâtes et buvait de l'eau. Amanda se retourna vers Robert. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» demanda-t-elle à voix basse. Robert éclata de rire. « Elle nous a probablement suivis. Elle n'arrive pas à tourner la page. Regarde-la, seule pour la fête des pères. C'est pitoyable. » La femme au bar ne releva pas la tête. Elle continuait de manger, lentement. Robert se sentait puissant. Il avait le contrôle. C'était sa soirée, sa vie, son succès. 3 heures plus tôt, Robert se tenait devant le miroir de son appartement, un penthouse situé dans le quartier huppé de Gold Coast, à Chicago. Un immeuble de luxe avec portier et vue imprenable sur le lac Michigan. Il portait un costume coûteux et ajusta sa montre, un bijou à $3000. Il sourit à son reflet. À 42 ans, il était au sommet de sa forme, et sa vie était exactement comme il avait toujours voulu. « Tu es prêt, chérie ?» Amanda entra dans la pièce, moulée dans une robe noire, ses cheveux blonds impeccables. « Presque, » répondit Robert en enfilant sa veste. « J'ai réservé chez Marinoes, » dit-elle en l'embrassant sur la joue. « Tu connais toujours les meilleurs restaurants. » Ils prirent la route pour le restaurant de State Street. Un établissement italien chic, avec ses nappes blanches immaculées et sa musique feutrée. L'hôtesse d'accueil reconnut Robert et les conduisit à leur table, près de la fenêtre. Il commanda une bouteille de vin à $200. Le prix n'avait aucune importance. Il avait l'argent, le succès, et par-dessus tout, la liberté. « C'est merveilleux, » dit Amanda. « Qu'est-ce qu'on célèbre ?» « J'ai signé un nouveau contrat de consulting aujourd'hui, » annonça-t-il. « Un contrat à 6 chiffres. » Amanda lui prit la main. « Tu es si doué dans ce que tu fais. » Robert savourait. Il parla de son travail, de ses projets, de l'achat d'un appartement encore plus grand. Amanda l'écoutait, admirative. Tout était parfait. Puis la porte s'ouvrit. Une femme entra. Une simple robe bleue, les cheveux tirés en un chignon strict, l'air fatigué. Elle se dirigea vers le bar et s'assit seule, commandant de l'eau et des pâtes. Robert la reconnut immédiatement. Son cœur se serra. C'était Nia, son ex-femme. Il ne l'avait pas vue depuis 5 ans, depuis le jour où il l'avait quittée pour Amanda. Sa première impulsion fut de l'ignorer. Mais une part sombre de lui-même remonta à la surface. Il voulait montrer à Amanda qu'il n'avait pas peur. Prouver que Nia ne représentait plus rien. Prouver que son choix avait été le bon. C'est là qu'il lança sa tirade. « Regarde-la, Amanda. Cette femme au bar, c'est mon ex-femme. » Les tables voisines se tournèrent. Le silence se fit. « Tu es sérieux ?» murmura Amanda. « On ne peut plus sérieux, » répliqua Théil en riant. « Elle nous a sûrement suivis. Elle a toujours été désespérée. Mon Dieu, elle a l'air si pathétique à manger seule. » Nia ne bougeait pas. Elle coupait ses pâtes en petits morceaux, mangeait avec une lenteur calculée. Elle ne lui offrait aucune réaction. Galvanisé, Robert continua, sa voix enflant. « Tu sais quelle a été la meilleure décision de ma vie ? La quitter avant d'avoir des enfants. Imagine un peu. Je serais piégée, à payer une pension alimentaire, à me battre pour la garde. Aucune liberté. » Amanda hocha la tête. « Tu as évité un désastre. » « Exactement, » clama Robert, encore plus fort. « Je suis un homme libre. Pas d'enfant, pas de problème.
Juste toi, moi, et cette vie magnifique que nous avons construite. Le serveur apporta leur plat. Robert n'y prêta aucune attention, obsédé par Nia. Elle termina son assiette, régla sa note, puis se leva. Robert s'attendait à la voir partir. Mais elle se tourna et marcha droit vers leur table. Son cœur battait la chamade. Nia s'arrêta à côté de sa chaise. Son visage était calme, ses yeux fatigués mais clairs. Sans un cri, sans une larme, elle lui dit d'une voix posée, « Tu n'as rien évité du tout, Robert. Tu ne le savais pas, c'est tout. » Robert ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Nia se tourna et désigna la grande fenêtre à l'avant du restaurant. Robert suivit son regard. Dehors, 4 petits garçons se tenaient debout. Les mains et les visages pressés contre la vitre, leur souffle créant de la buée sur le verre. Robert les dévisagea. Ils étaient identiques. Tous avaient la peau mate. Tous avaient les mêmes yeux, le même nez, le même menton. Les yeux de Robert. Le nez de Robert. Le menton de Robert. Ils s'appellent Marcus, Daniel, Isaiah et Caleb, dit Nia, sa voix d'une fermeté glaciale. Ils ont 4 ans. Ce sont tes fils. La fourchette tomba de la main de Robert. Elle heurta l'assiette dans un bruit strident qui résonna dans le silence du restaurant. Tout le monde les regardait. Le visage d'Amanda devint livide. Elle regarda les garçons, puis Robert. Elle attrapa son sac à main et se leva d'un bond. « Tu te moques de moi ? Tu as des enfants ? 4 enfants. » Amanda, attends, balbutia Robert. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies menti. » Elle se dirigea vers la sortie, bousculant Nia sans un regard en arrière. Nia jeta un dernier regard à Robert. Sans un mot de plus, elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit, et les 4 garçons la suivirent, s'agrippant à ses mains. Ils s'éloignèrent dans la rue et disparurent dans la nuit. Robert resta seul. Ses mains tremblaient. Autour de lui, les murmures fusaient. Le serveur restait figé dans un coin. La vie parfaite de Robert venait de voler en éclats, sous les yeux de tous. Et il n'y avait aucun moyen de recoller les morceaux. Il fallut 30 minutes avant que Robert ne quitte le restaurant. Il resta assis, le regard vide, fixé sur les empreintes des petites mains sur la vitre. Finalement, le gérant lui demanda poliment de partir. De retour dans son appartement, l'air glacial de la solitude le saisit. « Amanda !» Pas de réponse. La penderie était ouverte, vide de ses vêtements. La salle de bain, vide de ses produits. Sur le comptoir de la cuisine, un mot, griffonné d'une écriture nette, « Je ne peux pas te faire confiance. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de message. C'est fini. » Il froissa le papier, le jeta, et tenta d'appeler Amanda. Messagerie vocale. Il essaya encore. Messagerie vocale. Il envoya un texto désespéré. Amanda, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je ne savais pas pour les enfants. Je le jure. Aucune réponse. Il tenta un dernier appel. Une voix enregistrée l'informa que le numéro n'était plus en service. Elle l'avait bloqué. Il devait parler à Nia. Il fouilla dans ses contacts. Il avait supprimé son numéro 5 ans auparavant, en même temps qu'il avait bloqué pour effacer toute trace de son ancienne vie. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. C'est Nia. Je t'envoie ce message pour que tu aies mon numéro. Nous devons parler, mais pas ce soir. La réponse de Robert fusa, emplie de déni. Ces garçons ne sont pas les miens. Tu mens. Les 3 petits points de la réponse de Nia apparurent, puis disparurent. Silence. Il appela le numéro 15 fois, jusqu'à recevoir un dernier message. Arrête de m'appeler. Je te contacterai demain. Si tu continues, je bloquerai aussi ce numéro. Il ne dormit pas. À 2 heures du matin, un nouveau message de Nia arriva, long et factuel. J'étais enceinte de 2 mois quand tu m'as quitté il y a 5 ans. Déquadruplé. J'ai essayé de t'appeler, de t'envoyer des messages. Tu avais bloqué mon numéro. Je suis allée à ton bureau. Ton assistante m'a dit que tu ne voulais plus entendre parler de moi. Je les ai élevés seuls. J'ai cumulé 2 emplois. Je ne t'ai jamais demandé d'aide parce que je ne pouvais pas te joindre. Maintenant, l'État du Wisconsin est au courant. Ils m'ont contacté. Et ils vont venir te chercher. Le monde de Robert bascula. Il engagea un avocat, David Brennan, qui lui conseilla le calme et un test de paternité. 3 jours plus tard, une lettre officielle arriva de l'Agence de recouvrement des pensions alimentaires du Wisconsin.
Elle exigeait un test ADN sous 10 jours. Robert s'exécuta. Le processus, un simple frottis buccal, ne dura que 10 minutes, mais l'attente des résultats fut une agonie de 2 semaines. L'enveloppe arriva. Robert l'ouvrit, les mains moites. À l'intérieur, des chiffres, des graphiques, et en bas de la page, 4 noms, Marcus Mitchell, Daniel Mitchell, Isaiah Mitchell, Caleb Mitchell. À côté de chaque nom, un chiffre, 99,99% de probabilité de paternité. Le papier lui glissa des doigts. C'étaient ses fils. Il était père depuis 5 ans et l'ignorait. Une autre lettre suivit rapidement. L'État du Wisconsin lui réclamait le paiement d'une pension alimentaire rétroactive. 5 ans, 4 enfants. Le total s'élevait à 123 000 $. Son salaire serait saisi, son compte en banque gelé. Le lendemain, son banquier le lui confirma. Son compte, contenant un peu plus de 12 000 $, était bloqué. 2 semaines plus tard, sa fiche de paie arriva, amputée de 60% de son salaire brut. Ses revenus nets ne couvraient même plus la moitié de son loyer de 4 000 $. Son propriétaire lui donna 30 jours pour payer ou partir. Il était sur le point de devenir sans-abri. Il trouva un studio dans le South Side, un quartier difficile où les fenêtres étaient protégées par des barreaux. Un loyer de 800 $ pour une pièce unique aux murs jaunis, à la moquette tachée et au chauffage défaillant. C'était tout ce qu'il pouvait s'offrir. Il vendit ses meubles de luxe et déménagea ses quelques cartons, seul. La première nuit, allongé sur son lit, il regarda un cafard traverser le mur sans même avoir la force de l'écraser. C'était sa nouvelle vie. Au travail, l'épuisement et le stress eurent raison de sa concentration. Il manqua une échéance importante. Son patron, Greg, le convoqua. « Robert, qu'est-ce qui se passe? Ton travail est devenu exécrable. C'est ton dernier avertissement. » Pour joindre les deux bouts, il prit un deuxième emploi, réassortisseur de nuit dans une épicerie, pour 15 $ de l'heure. Ses journées devinrent un cycle infernal. Bureau de consulting de 9 h à 17 h, puis épicerie jusqu'à minuit. Dormir, travailler, travailler, dormir. Il perdit 20 kilos. Ses vêtements flottaient sur lui. Il pensa à ses fils tous les jours. Marcus, Daniel, Isaiah, Caleb. Il voulait les voir. Il envoya un texto à Nia. « Je veux voir les garçons. » Pas de réponse. Il insista. « S'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché, mais ce sont mes fils. J'ai le droit de les voir. » La réponse de Nia, 3 jours plus tard, fut cinglante. « Tu n'as aucun droit de débarquer dans leur vie après 5 ans. Tu les as abandonnés. Tu ne savais même pas qu'ils existaient parce que tu m'as bloqué. Tu as fui. Maintenant tu veux jouer au père parce que l'État t'oblige à payer? Ça ne marche pas comme ça. » La rage monta en Robert. Il voulut lui répondre qu'elle aurait dû essayer plus fort de le joindre, mais il s'arrêta. Il relut son propre message. C'était lui qui l'avait bloqué. C'était lui qui avait donné l'ordre à son assistante de la repousser. C'était sa faute. Il effaça son message de colère et écrivit simplement « Pouvons-nous parler, s'il te plaît ?» Nia ne répondit jamais. 4 mois passèrent. La routine éreintante continua. Robert mangeait 1 fois par jour, souvent un simple burger acheté au volant. Un soir, à son bureau, il s'endormit en pleine réunion. Greg le renvoya chez lui avec un ultimatum. Le soir même, à l'épicerie, épuisé, il laissa tomber une caisse de bouteilles en verre qui se fracassèrent sur le sol. Sa supérieure le réprimanda sévèrement. En rentrant cette nuit-là, il consulta son compte. Il avait remboursé 40 000 $. Il en devait encore 83 000. C'était une montagne insurmontable. Il rêva des garçons. Leur visage derrière une vitre, l'appelant sans un son. Il courait vers eux, mais la fenêtre s'éloignait sans cesse. Il se réveilla en sueur, le cœur battant. Il appela Nia. À sa grande surprise, elle décrocha. « Qu'est-ce que tu veux, Robert ?» Sa voix était glaciale. Il explosa. Il invoqua ses droits légaux. Nia explosa à son tour. « Alors, poursuis-moi en justice. Va voir un avocat. Je me battrai et je gagnerai. Parce qu'où étais-tu quand ils sont nés? Où étais-tu quand ils étaient malades? Où étais-tu quand ils ont fait leur premier pas? Tu étais avec ta petite amie, à boire du vin cher en prétendant que tu n'avais pas d'enfant. » Elle raccrocha. Robert, fou de rage et de désespoir, frappa le mur jusqu'à ce que ses articulations saignent. Assis par terre, le sang coulant sur le tapis, il comprit enfin. Tout ce qu'il endurait maintenant, l'épuisement,
la peur, la solitude, c'était ce que Nia avait vécu seule pendant 5 ans. Pendant qu'il se vantait de sa liberté, elle élevait ses fils. La douleur à la main n'était rien comparée à celle qui lui vrillait la poitrine. Le lendemain, à l'épicerie, le monde se mit à tourner. Ses jambes fléchirent. Il s'effondra, sa tête heurtant lourdement le carrelage. Il se réveilla dans une chambre d'hôpital, branché à des moniteurs. Le médecin fut direct, malnutrition sévère, déshydratation, épuisement. Son corps était en train de lâcher. « Vous devez manger, vous devez dormir », lui ordonna le docteur. Seul dans son lit d'hôpital, Robert pleura. Il pleura sa fatigue, sa solitude, et surtout, il pleura en comprenant enfin l'ampleur de sa faute. Une infirmière nommée Gloria entra. Elle lui raconta sa propre histoire, celle d'un père qui était parti sans jamais se retourner. « Il n'a même pas eu le courage d'essayer », dit-elle. « Vous essayez. C'est ça qui compte. Vos fils le verront un jour. » Ces mots furent un électrochoc. De retour dans son studio, Robert prit un carnet et commença à écrire une lettre à Nia. Ce n'était pas une excuse, mais une confession. J'ai eu tort. J'ai été égoïste. J'ai été cruel. J'ai fui parce que j'avais peur. C'est ma faute. Ce que je vis maintenant, c'est ce que tu as vécu, et ça me détruit. Je sais que je ne peux pas réparer les dégâts, mais je veux essayer. Je suis tellement désolé. Robert. Il posta la lettre, sans rien attendre en retour. 2 semaines plus tard, son téléphone sonna. C'était Nia. J'ai reçu ta lettre. Je ne te pardonne pas. Pas encore. Peut-être jamais. Mais je crois que tu es sincère. Elle lui expliqua que Marcus, l'aîné, avait trouvé une de ses anciennes lettres et avait demandé pourquoi son père ne voulait pas le voir. Elle lui accorda une rencontre. 30 minutes, dans un parc de Milwaukee, avec Marcus seulement. Ce samedi-là, Robert attendit sur un banc, le cœur au bord des lèvres. Marcus arriva avec Nia. Un petit garçon sérieux au regard profond, son regard. Nia s'écarta. Marcus s'assit à côté de Robert, et après un long silence, posa la question qui brûlait tout. « Pourquoi nous as-tu quittés » Robert prit une grande inspiration et dit la vérité, sans phare. « J'ai eu peur. J'ai été égoïste. J'ai eu tort. Je ne savais pas que vous existiez, mais c'est ma faute si je ne le savais pas. » Marcus l'écouta, puis demanda, « As-tu encore peur ?» « Oui, » admit Robert. « Peur de tout gâcher. Peur que vous ne me pardonniez jamais. Mais je suis là maintenant, et je continuerai de venir. » Marcus hocha simplement la tête avant de rejoindre sa mère. Robert tint sa promesse. Chaque samedi, il se leva à l'aube pour conduire jusqu'à Milwaukee. Il suivit des cours de parentalité imposés par le tribunal, puis se porta volontaire à l'école des garçons, Lincoln Elementary. Il nettoyait les tables de la cafétéria, rangeait les livres à la bibliothèque. Les premières semaines, les garçons l'ignoraient. Mais il était là, chaque samedi, sans faute. La bibliothécaire, Madame Patterson, lui dit un jour, « Ils vous testent. Ils veulent voir si vous allez rester. Continuez de venir. C'est tout ce qui compte. » Après 10 semaines, Isaiah, l'un des quadruplés, s'approcha de lui. « Tu viens ici chaque semaine. » « Oui, » répondit Robert. « Pourquoi ?»« Parce que je veux être ici. Je veux vous connaître, toi et tes frères. » Isaiah hocha la tête et repartit. C'était un début. La semaine suivante, Caleb lui fit un signe de la main. Daniel, le plus timide, commença à le regarder pendant l'heure du compte. Marcus restait distant, observateur, mais il était là. Un samedi, après la lecture, Isaiah lui dit « Tu lis bien ». Ces 3 mots firent monter les larmes aux yeux de Robert. Le soir, sur la route du retour, il pleura. Non de tristesse, mais en voyant les fissures dans le mur de méfiance. Quelques semaines plus tard, Nia l'invita à la fête d'anniversaire des garçons. Leurs 6 ans. Robert apporta un gâteau et 4 livres, emballés dans du papier journal. Dans le petit appartement décoré de ballons, il se sentit comme un étranger, mais un étranger toléré. Daniel et Marcus le remercièrent pour leur cadeau. C'était la première fois. Après la fête, alors qu'il nettoyait, Nia lui dit « Je ne te déteste plus. La haine demande trop d'énergie. La porte est ouverte pour que tu fasses partie de leur vie, mais tu dois continuer de venir. » Les mois passèrent. L'hiver glacial n'arrêta pas Robert. Son dévouement commença à payer. Un samedi, Nia lui proposa de passer quelques heures au parc avec les 4 garçons, sous la surveillance de sa sœur.
Robert joua avec eux, les poussa sur les balançoires, lança une balle. C'était simple, normal, et pour lui, c'était tout. Avant de partir, Marcus, le visage toujours aussi sérieux, le regarda droit dans les yeux. « Est-ce que tu vas encore partir ?» Robert s'agenouilla à sa hauteur. « Non. Je ne partirai plus. Je continuerai de venir. C'est ce que fait un père. » 2 ans après la soirée au restaurant, Robert régla la dernière traite de sa dette de pension alimentaire. 123 000 $. Il vivait toujours dans son studio miteux, travaillait toujours à ses 2 emplois. Non par nécessité, mais par choix. Pour être prêt, au cas où. Les garçons eurent 7 ans. Un samedi, Marcus s'assit au premier rang pendant la lecture de Robert, puis lui demanda de lire un livre sur les astronautes la semaine suivante. Un soir, ni à la plat. Les garçons avaient demandé s'ils pouvaient venir dîner. Un simple plat de spaghettis. Robert s'assit à leur table, au milieu de leurs rires et de leurs histoires. C'était plus précieux que tous les restaurants de luxe du monde. Ce soir-là, il écrivit une autre lettre, non pas une excuse, mais une promesse. « Je serai là. Je sais que vous ne m'appelez pas papa. Vous m'appelez Robert. C'est normal. Je n'ai pas encore mérité ce titre. Mais je continuerai de venir. Je vous aime. » Allongé dans son lit, Robert pensa à l'homme qu'il était. Cet homme arrogant, qui se moquait de son ex-femme et se vantait de sa liberté, était mort et enterré. Il ne lui manquait pas. Sa vie était dure. Il était épuisé. Mais chaque samedi, il prenait la route pour Milwaukee. Chaque samedi, il voyait ses fils. Il continuait de venir, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Parce que c'était ce qu'un père faisait. Un père ne fuyait pas. Un père assumait. Un père était présent. Et Robert, enfin, apprenait à être un père.